Bonjour. Alors cette partie de cours, il va être consacrée aux essais de fatigue, notamment donc on va essayer de voir ensemble la courbe de Wheeler, les domaines de fatigue, les limites de fatigue et les limites d'endurance à un cycle, l'estimation à partir des données statiques. En effet, les essais de fatigue permettent éventuellement donc d'en déduire un certain nombre de paramètres et caractéristiques propres aux matériaux qui permettent par la suite de statuer par rapport à la durée de vie d'un élément en service, dans un mécanisme en tout cas en service, et éventuellement on peut intervenir pour changer un composant parmi d'autres qui est sollicité à ce genre de sollicitation de fatigue. Donc il y a pas mal d'essais en fatigue. Là, ce que j'ai mis à droite, quelques éprouvettes classiques, basiques, qui permettent de faire des essais justement de fatigue, soit des éprouvettes plates, soit des éprouvettes cylindriques. En tout cas, dans tous les domaines, tous les secteurs d'activité, l'évaluation de la tenue en fatigue des structures mécaniques et passe toujours par les essais de laboratoire. Des essais basiques, soit en statique, soit des essais en dynamique, c'est notre cas, sur des matériaux par des techniciens ou par les ingénieurs. Pour ce fait, donc, nous avons besoin d'un certain nombre de machines dans des configurations variables qui permettent de réaliser des essais justement de fatigue pour relever les valeurs de nombre de cycles et la variation de la contrainte, l'amplitude de contrainte. Donc nous avons besoin d'une machine, nous avons besoin d'une série d'éprouvettes normalisées et bien évidemment le plus important c'est un compteur de cycles qui va permettre donc de générer le nombre de cycles et de contrôler le nombre de cycles exercés par la force ou l'effet en tout cas de chargement externe. Les essais simples sont réalisés sur des éprouvettes normalisées en considérant des sollicitations qui sont simples, comme j'ai dit, donc traction, cisaillement, flexion, etc. Mais on peut avoir des sollicitations qui sont complexes, concernant des sollicitations avec des chargements qui sont complexes sur des éprouvettes de formes aussi différentes. Donc là, on liste un peu quelques essais simples les plus connus, qui sont la traction. Les essais de Wheeler sont flexion en encastrement. Vous avez donc la figure qui est à droite. Vous avez une flexion, et puis vous avez donc une éprouvette qui va être encastrée. Soit vous avez des essais de torsion, soit vous avez l'essai de Moore, c'est de la flexion rotative sur 4 points, la figure que vous avez en bas, soit des essais de flexion alternée. L'objectif de ces essais, je rappelle, c'est de caractériser le matériau et de déterminer les caractéristiques physiques de résistance à la fatigue. Donc il y a la diversité des essais de fatigue qui impose une classification en deux catégories, les essais simples et les essais qui sont complexes. L'exemple de l'essai, donc là vous avez l'éprouvette qui est maintenue fixe à un côté et tirée de l'autre côté, donc soit en extension, soit en flexion. Ces essais sont bien évidemment réalisés donc au laboratoire et qui visent à déterminer la résistance en fatigue ou la limite d'endurance de chaque matériau. Donc c'est ça l'objectif. Donc après, bien évidemment, donc les chargements ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés par un dispositif donc, qui émet des chargements qui vont être réglables avec une fréquence donnée. Et on enregistre bien évidemment donc l'amplitude de la contrainte. Alors l'essai, ce que vous voyez donc là devant vous, c'est l'essai de torsion alternée et le schéma de principe aussi de la machine d'essai de Moore. Donc le cas de l'essai de torsion alternée, l'éprouvette est fixée à un côté et l'autre côté il est soumis à une rotation alternative imposée. Par contre, l'essai de Moore, dans cet essai, l'éprouvette est soumise à une flexion rotative 4 points, mais l'avantage essentiel, c'est la simplicité de la machine.
L'éprouvette est en rotation continue, mais soumise à des poids qu'on peut faire varier. C'est un peu les descriptions de ces deux essais classiques en fatigue. Alors, les hypothèses de base, sollicitation purement alternée, une éprouvette normalisée, qui soit lisse ou entaillée ou soudée. L'intérêt, c'est de regarder un peu le comportement, la réponse de l'éprouvette vis-à-vis des changements qui sont appliqués, s'il y a un défaut ou pas. Et puis, les sollicitations sont supposées isothermes, à fréquence définie. Pourquoi? Ça permet de simplifier un peu le calcul. Donc, on néglige un peu l'effet thermique et on suppose qu'on va garder une fréquence qui va être constante. C'est le schéma que vous avez donc en bas qui montre un peu la variation de la contrainte avec une fréquence qui est constante avec l'amplitude de la contrainte sigma A. Donc les éprouvettes ou l'éprouvettes sont soumises à une succession de chargements purement alternés d'amplitude fixe, généralement sinusoïdaux, pour faciliter un peu l'effet de chargement, la modélisation en tout cas du chargement, jusqu'à rupture. Et pour chaque chargement, on définit généralement donc, par l'amplitude ou l'étendue, et on enregistre un peu le nombre de cycles à rupture. L'intérêt, c'est de regarder un peu à quel moment, bien évidemment, donc l'éprouvette va casser, donc et on enregistre le nombre de cycles NF. Alors, représentation d'un essai de fatigue, les trois piliers, le temps, les contraintes statiques, les contraintes dynamiques. Donc, pour qu'on puisse retracer les courbes de Wheeler et faire un diagramme d'endurance, usuellement ce qui est connu, donc c'est la courbe de Wheeler, qui est la plus ancienne et la seule qui permet de mieux visualiser la tenue de la pièce ou des matériaux dans le domaine de fatigue. Donc le temps, c'est le nombre de cycles. Les contraintes statiques, c'est la limite élastique et la résistance max. Les contraintes dynamiques, c'est la valeur de sigma max, sigma mini et l'amplitude de la contrainte. Alors là, c'est un tracé de courbe de Wheeler, une réponse uniaxiale. Vous avez un chargement, ce que j'appelle S de x, c'est la contrainte sigma xx en fonction du temps, puisqu'il varie en fonction du temps. Donc, vous avez une variation qui va être sinusoïdale avec une fréquence donnée. Et nous avons donc un nuage de points qui retrace un peu l'évolution de la contrainte, amplitude de contrainte en fonction d'un nombre de cycles. Et on remarque qu'après un certain nombre de cycles, vous avez une stabilité de la contrainte, c'est ce qu'on appelle la limite de fatigue. Alors, à introduire deux notions, cette limite de fatigue, et on peut évoquer aussi la limite d'endurance à n cycles. Pour un certain nombre de cycles, on peut retracer ce qu'on appelle la limite d'endurance. On reviendra sur ça lorsqu'on évoquera sur la partie d'influence de contraintes et contraintes moyennes et superposition des contraintes un peu loin, donc on reviendra sur ça. Donc sur ce tracé, ce qui m'intéresse, vous remarquez que dans la partie en bas qui est en vert, c'est la partie sécurité, et la partie haute, que j'avais colorée en rouge, c'est la partie non-sécurité. Donc si on veut que notre structure travaille dans un état sécurisant, on devrait être, vous devrez avoir une contrainte dans la partie qui est basse. Sinon, donc si on est dans la partie haute, il y a risque à ce que votre éprouvette casse. Quelques courbes réelles pour, par exemple, l'acier XC10, okay, donc le tracé de la courbe. Alors, généralement, ces courbes, lorsqu'on fait des essais expérimentaux, soit on charge l'éprouvette jusqu'à rupture pour qu'on puisse relever le nombre de cycles, soit vous avez un nombre de cycles qui est prédéfini, et on peut charger l'éprouvette jusqu'à atteindre ce nombre de cycles et voir est-ce que ça va casser ou pas. Donc il y a deux concepts. Donc sur la partie à gauche, vous avez un tracé classique de la courbe, le domaine 1, le domaine 2 et le domaine 3 où il y a une stabilité de la contrainte. C'est ce qu'on va essayer de voir un peu en détail et on va définir ces différentes zones et on va regarder ce qui se passe dans chaque zone. Alors on définit trois zones, comme j'ai dit, donc la première zone, ce qu'on appelle la fatigue oligocyclique. Remarquez que la contrainte elle est très intéressante, très importante. C'est généralement donc elle est supérieure
à la limite élastique, et ce qui délimite justement cette zone, c'est la limite élastique RE. Donc, généralement, on est dans un domaine élastoplastique, hein, ou plastique, et les contraintes varient d'une manière plastique par rapport normalement à la valeur de la déformation. Le deuxième, ou la deuxième zone, ce qu'on appelle l'endurance limitée, ce qu'on appelle aussi le polycyclique, hein, cette endurance limitée. Dans cette partie, donc, on est remarqué que la contrainte, elle est au-dessous de la limite élastique. Il varie donc entre cette limite et jusqu'à la stabilité en quelque sorte de la valeur de la contrainte. Et puis 3, ce qu'on appelle donc le domaine d'endurance illimitée ou la fatigue illimitée. Généralement, donc là vous avez une stabilité, c'est à partir de là qu'on relève les deux entités, soit la valeur de la limite de fatigue, sigma d, soit la valeur de la limite d'endurance à n cycles que j'appelle sigma d. Donc on rappelle un peu, on revient toujours sur le même schéma. La première zone, c'est ce qu'on appelle la fatigue plastique. Pourquoi plastique? Parce que tout simplement, donc on dépasse la limite élastique et on est dans un endommagement, dans un comportement qui est plastique. Les contraintes appliquées dépassent ou avoisinent la limite élastique et se caractérisent quelquefois par l'apparition des fissures et des micro-fissures à l'échelle macroscopique, des domaines qui sont très faibles de durée de vie. On remarque que l'étendue de la zone, en tout cas de nombre de cycles, il est très réduit. Pour les aciers doux, par exemple, le nombre de cycles appliqués est environ 10 puissance 4 à 10 puissance 5 cycles. Pour certains matériaux, l'éprouvette peut être rompue au bout de 10 cycles seulement. Dans cette première zone qu'on appelle oligocyclique. Alors, dans le domaine de la fatigue oligocyclique, il y a deux concepts lorsque on charge, sachant que les chargements sont cycliques, c'est-à-dire on charge et on décharge. Vous avez une fréquence de contrainte qui varie entre la valeur mini et la valeur max. Lorsque la valeur de la contrainte ne dépasse pas la limite élastique, ce qu'on appelle un comportement élastique, on remarque que lorsqu'on charge et on décharge, lorsque la contrainte est inférieure à la limite élastique, il n'y a pas de ruine, puisqu'on ne franchit pas la limite élastique, il n'y a pas de plasticité apparente. Vous avez un comportement qui va être élastique, hein, on charge et on décharge, et on revient toujours sur la courbe linéaire. Par contre, celle à droite, ce qu'on appelle l'adaptation, vous remarquez qu'il y a apparition d'une plasticité. Pourquoi? Parce que la contrainte dépasse la limite élastique, ce qui fait donc on franchit la zone élastique, ou plutôt on franchit la zone plastique, vous avez une relaxation de contrainte via le comportement plastique. Donc lors du premier cycle, par exemple, du chargement, la limite élastique du matériau elle est dépassée, et apparition d'une déformation plastique qui est observée, le comportement redevient alors après déchargement, elle redevient élastique. Donc c'est exactement aussi ce qui se passe au niveau d'un comportement statique, ce qu'on appelle le phénomène d'écrouissage. Donc il y a apparition d'une zone plastique qui se forme. C'est normal puisque la contrainte dépasse la limite élastique. Alors toujours dans le même domaine, on remarque pour le cas de l'accommodation une stabilisation de la déformation plastique. Vous avez un certain nombre de cycles élastoplastiques, toujours on dépasse la limite élastique. Une fois qu'on la dépasse, vous avez l'étendue de la zone plastique qui apparaît. Donc en charge et en décharge, vous avez un comportement élastoplastique, mais avec une stabilité de l'étendue de la zone plastique. Lorsque cette zone plastique varie, augmente à chaque cycle, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Rocher. C'est-à-dire en charge et en décharge, vous avez toujours un comportement élastoplastique, mais à chaque fois, la zone plastique, elle prend beaucoup plus d'ampleur et elle augmente. Dans ce cas, donc, on l'appelle le phénomène de Rocher, puisque tout simplement, donc, l'étendue de la zone plastique, elle augmente après chaque cycle. Donc la durée de vie dépend du comportement, bien évidemment, donc plastique du matériau.
Alors, bien évidemment, dans cette partie, vous avez un comportement élastoplastique. Donc, on enregistre deux types de déformations. Donc, la déformation totale, c'est la déformation élastique plus la déformation plastique, ce que j'appelle epsilon t, delta epsilon t, puisqu'il y a une variation de déformation. Et delta epsilon p, c'est la variation de la déformation plastique. Et delta epsilon e, c'est la variation de la déformation élastique. Donc, le diagramme que vous avez donc à droite permet de donner un peu l'allure de la variation de déformation en fonction d'un nombre de cycles. Donc, on remarque que les deux comportements, soit plastiques, soit élastiques, ils sont linéaires. Et on remarque une stabilité de déformation totale en fonction d'un nombre de cycles. Donc, généralement, on enregistre delta epsilon en fonction d'un nombre de cycles, qui peuvent être reportés sur un diagramme. Et vous avez deux lois, une loi qui va être assortie pour les déformations élastiques et une autre loi qui va être assortie pour les déformations plastiques. Celle élastique, c'est la droite de Baskin, et celle plastique, c'est la droite de Monson-Kouffa, qui sont données en fonction du module du Young, en fonction du nombre de cycles, en fonction de la contrainte sigma f, en fonction des coefficients C et B, sont des coefficients qui sont retirés à partir de la courbe de déformation sigma f prime, C et B, donc soit des coefficients de résistance à la fatigue, ceux qui sont assortis pour la relation d'élasticité, et sigma prime F et C sont du coefficient exposant relatif à la ductilité à la fatigue. Alors dans ce domaine, on remarque, d'après le schéma que vous avez à gauche, un cycle charge-décharge d'une contrainte en fonction de la déformation. Vous avez dans un premier temps donc la variation de la déformation élastique sur 2, puisqu'on prend juste la moitié. Puis vous avez la déformation plastique, delta epsilon p, et puis on retrouve un deuxième cycle, delta epsilon e sur 2, etc. Et ça continue, donc, et qui dépend largement, qui dépend du nombre de cycles. La fonction globale, pour enregistrer la déformation totale epsilon t, qui est en fonction de n, peut être alors la sommation des deux, qui est égale, en la remplaçant par les formules précédentes, en fonction de la valeur de la contrainte sigma f' et sigma f, et en fonction du module du Young, le nombre de cycles et C et B qui sont définis, qui vont être relativement définis en fonction de la loi de comportement sigma epsilon. Alors, dans le domaine 2, dite endurance limitée, la rupture atteinte après un nombre de cycles limités. Alors souvent, donc, le nombre de cycles est compris en 10 puissance 4 à 10 puissance 7 cycles. Il peut y avoir des déformations plastiques du premier cycle, mais après, au bout d'un certain moment, vous avez une stabilité. Hein, donc, l'évolution se fait d'une manière un peu constante. Dans ce domaine, la rupture n'est pas accompagnée d'une déformation plastique, c'est normal puisqu'on est au-dessous de la limite élastique macroscopique. La réponse de l'éprouvette atteint dans ce cas un régime qu'on appelle un régime adapté élastique, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'adaptation. Rappelons que la contrainte, l'amplitude de contrainte, elle est inférieure à Rm et inférieure aussi à la limite élastique, mais supérieure à sigma d, ce que j'appelle donc la limite de fatigue, ou encore sigma dn, ce qu'on appelle la limite d'endurance à n cycles. Donc là, je formalise un peu la valeur de sigma d qui est égale à ANB. Bien évidemment, A et B sont des coefficients donc à déterminer et ça dépend du type du matériau. Alors, le domaine de fatigue illimitée, on remarque que quel que soit le nombre de cycles effectués, la structure ne rompt pas. Ce qu'on appelle la durée de vie illimitée du matériau. Alors, aucune déformation plastique macroscopique n'est constatée. La valeur de la contrainte, l'amplitude de contrainte sigma A est inférieure à sigma D, la limite de fatigue, et le nombre de cycles à rupture, Nf c'est le nombre de cycles à rupture, il est supérieur à 10 puissance 7.
Deux cas sont possibles pour expliquer le fait qu'il n'y a pas rupture. Les conditions d'apparition des microfissures ne sont pas réunies ou accomplies, ou encore les microfissures apparaissent, mais leur taille n'atteint pas une dimension critique, ça veut dire qu'ils sont stables. C'est un domaine souvent donc, qui suppose pour des valeurs généralement de cycles qui sont supérieurs à 10 puissance 7, où on suppose qu'il n'y a pas rupture, il n'y a pas de déformation plastique macroscopique qui est constatée. Alors pour certains matériaux, il est difficile d'évaluer la limite de fatigue sigma D. On introduit la notion de la limite de fatigue conventionnelle sigma dn. Parfois, donc, le palier n'est pas facile à repérer. Donc, vous remarquez sur l'acier doux, la partie limite de fatigue, donc vous avez un palier, mais par contre, dans le cas de l'aluminium, il est difficile donc de repérer ce palier qui repère la valeur de sigma D. Alors souvent, dans ce cas, on introduit la notion de la limite de fatigue conventionnelle, appelée aussi limite d'endurance à un cycle. Dans la limite d'endurance sigma dn est appelée, et la plus grande amplitude de contrainte pour laquelle il est constaté 50% de rupture après un nombre fini de cycles n de sollicitation. Selon les cas, donc le nombre de cycles varie entre 10 puissance 6 à 10 puissance 9 cycles. Alors, le dernier domaine, ce qu'on appelle le domaine de la fatigue gigacyclique. Remarquez que ça nécessite un certain nombre de cycles n, donc très très important, pour atteindre justement donc cette notion de fatigue et d'endurance du matériau. Pour des considérations économiques et environnementales, retarder le remplacement de certaines structures mécaniques s'impose. Donc on devrait aller au-delà de 10 puissance 7, par exemple, cycle, encore beaucoup plus loin pour voir si la structure va résister à cette fatigue. La structure sollicitée au-delà de 10 millions de cycles, 1 milliard de cycles, c'est-à-dire le domaine de la fatigue de très grand nombre de cycles pour NF largement supérieur à 10 puissance 7. Alors, généralement, pour qu'on puisse, moyennant donc, pour atteindre un cycle de 10 puissance 9 cycles, moyennant par exemple 100 Hz comme fréquence, il nous faut au moins 4 mois pour atteindre ce nombre de cycles, pour une valeur de 100 Hz. Alors, si on veut, par exemple, l'atteindre en une journée, on devrait donc augmenter le nombre de fréquences. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, 100 Hz, on devrait aller vers des fréquences de 20 kHz ou voire encore 30 kHz. Alors, généralement, donc, les machines classiques ne peuvent pas atteindre ce nombre de cycles. La solution, c'est des machines de fatigue ultrasoniques qui peuvent atteindre ces valeurs de fréquence entre 20 kHz et 30 kHz par exemple. Donc l'influence de la fréquence sur la limite de fatigue du matériau. Alors là, dans cet exemple, on montre un dispositif expérimental qui peut permettre en tout cas d'aller à des fréquences qui sont très très grandes, qui peut aller jusqu'à 20 kHz. C'est un simple dispositif dans une posture horizontale. Vous avez en bas A, B, c'est l'éprouvette. Et puis, vous avez un chargement qui est cyclique par une machine qui est un peu spéciale. Vous avez un convertisseur électrique qui transforme le signal qui va de 50 Hz à 20 kHz. Donc, vous remarquez qu'il va à une amplitude de charge qui est très grande. Donc, menu d'un convertisseur piezoélectrique alimenté par le générateur qui transforme le signal électrique en une onde. Ce qui nous intéresse, c'est une vibration continue pour qu'on puisse atteindre des fréquences qui sont très 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 grandes. Une sonotrode qui amplifie l'amplitude de l'onde afin d'obtenir la gamme d'amplitude de contrainte désirée au centre des éprouvettes. L'éprouvette est soumise au chargement créé par l'onde
mécanique. Donc c'est un dispositif en tout cas qui permet d'avoir des fréquences qui sont très très importantes. Alors là c'est un deuxième un dispositif aussi expérimental, le schéma de principe de la machine. Donc le signal fourni par le générateur est converti en vibration mécanique. Celle-ci est amplifiée par la sonotrope. Deux types d'ondes coexistent dans l'éprouvette, donc une onde de déplacement et une onde de contrainte. Et en bas, vous avez donc le résultat d'essai, donc sous forme d'un tracé, c'est la courbe de Wheeler. Contrainte, amplitude de contrainte en fonction du nombre de cycles. Remarquez donc que le nombre de cycles peut atteindre 10 puissance 9 à 10 puissance 10, la partie gigacyclique de fatigue. Ce schéma de principe donc décrit un peu, montre en fait le dispositif expérimental qui est utilisé dans ce cas de configuration. Alors là, par exemple, le domaine, on montre un cas aussi de tracé de courbe, toujours donc contrainte, amplitude de contrainte en fonction d'un nombre de cycles obtenu par un essai de fatigue sur machine ultrasonique, pour le cas d'un fer alpha, du lithon et du cuivre. Donc la figure représente cette courbe de Wheeler pour différents donc, types de configuration de matériaux. Hein. Donc vous remarquez que sur cette machine-là encore, on va jusqu'à une valeur de 20 kHz en termes de fréquence, qui donne lieu à des cycles qui sont très importants dans le domaine considéré. Donc pour les trois matériaux, on constate une forme de courbe similaire et l'absence d'un symptôme horizontal jusqu'à 10 puissance des cycles. Cependant, des auto-échauffements beaucoup plus importants et atteignant plusieurs centaines de degrés ont été observés. Dans ce cas, en tout cas expérimental. Alors, généralement, on essaie d'atténuer un peu l'effet thermique par un système de refroidissement, hein, donc pour garder, en tout cas, pour atténuer l'influence de l'effet thermique. Donc là, c'est un exemple tout simplement d'une courbe de tracé pour différents types de matériaux. Donc le système de refroidissement influence sur la limite de fatigue. Alors bien évidemment, lorsqu'il y a un effet thermique, là dans cet exemple expérimental, vous avez un effet thermique puisqu'on a refroidi, donc il y a systématiquement une influence sur la courbe, le tracé. Donc pour pallier à cet inconvénient, il faut maintenir la température interne de l'éprouvette à la température ambiante en la plaçant dans un jet d'air comprimé. Donc là, c'est aussi donc un exemple de tracé. C'est de fatigue sur machine ultrason à 20 kHz sur machine conventionnelle à des fréquences qui sont inférieures à 100 Hz réalisées sur du cuivre. Et vous avez donc les tracés qui dépendent essentiellement de la fréquence utilisée dans le cas d'amplitude de contrainte. Donc l'étude de la fatigue gigacyclique est aujourd'hui accessible et peu coûteuse grâce au développement des machines ultrasoniques travaillant à 20 kHz. 20 kHz, c'est une fréquence qui est importante, qui permet d'aller à des cycles très très importants dans des durées qui sont très réduites. Donc au lieu de faire ça sur 4 mois, avec des fréquences par exemple de 100 Hz, on peut le faire avec des fréquences très élevées sur une journée. Néanmoins, les hautes fréquences de sollicitation induisent des effets de vitesse de déformation, de température et de temps qui dépendent des matériaux et qui sont importants de bien comprendre. C'est très important de bien comprendre pour une bonne utilisation de ces machines. Alors bien évidemment, lorsque la fréquence devient très importante, il y a un effet de vitesse qui est très important, vitesse de déformation. Il y a un effet aussi de température qui est constaté, de temps certes, et on devrait maîtriser ces effets sur la réponse du matériau en termes de fatigue. Donc là, c'est un autre exemple donc, de matériaux avec différents types de fréquences
sur le même matériau, donc 20 kHz, 30 Hz et 30 kHz. Donc on voit que en tout cas la courbe n'est pas assez similaire. Et pour des valeurs de fréquence qui sont très élevées, on constate qu'on peut aller vers des valeurs très élevées dans le nombre de cycles, 10 puissance 10 à 10 puissance 11. Mais par contre, pour celle de 30 Hz, vous remarquez que le nombre de cycles il est réduit. Alors donc, dans cette partie, c'est pour synthétiser un peu l'ensemble des ondes. Comme je dis, donc, la première zone, c'est une zone qu'on appelle oligocyclique. La deuxième, c'est polycyclique, ce qu'on appelle l'endurance limitée. Et après, l'endurance illimitée, c'est la troisième zone. Alors, généralement, donc, la troisième zone, c'est une zone de sécurité, puisqu'on est largement inférieur à la limite élastique. Et si on regarde un peu les états limites, la première zone, c'est ce que j'ai appelé l'accommodation au rocher. Ça dépend donc de la stabilité de la zone de plasticité, la déformation plastique, est-ce qu'elle est conservée, est-ce qu'elle augmente, le cas de rocher. Le deuxième cas, c'est l'adaptation ou accommodation. Adaptation, pourquoi? Parce que à un moment, vous avez un comportement dans les premiers cycles qui apparaît un peu, qui fait apparaître un tout petit peu de plasticité, puis après, vous avez un comportement élastique, ce qu'on appelle aussi l'accommodation, et après, donc, vous avez le dernier qui est purement élastique. Les types de calcul, par exemple, le premier, c'est un calcul purement élastoplastique. Le deuxième et le troisième zone, c'est un type de calcul type élastique, puisqu'on est inférieur largement à la limite élastique. Donc, soit on va faire une étude en déformation, chose que j'ai montré tout à l'heure en mettant l'accent sur delta epsilon P, delta epsilon E. La deuxième zone, donc, on peut faire ressortir les contraintes et les déformations. La dernière, donc, on peut utiliser les contraintes ou la contrainte, puisque vous avez une valeur de contrainte qui va être stable. Alors, finalement, dans cette dernière partie, on montre les exemples de relations entre la limite d'endurance et les propriétés statiques des matériaux qui sont énoncés par plusieurs auteurs qu'on retrouve publiés dans pas mal de publications et d'ouvrages. Donc, ce qui permet de donner la limite de fatigue, sigma D, en fonction des caractéristiques mécaniques du matériau issues des essais statiques classiques. Donc, RE, la limite élastique, Rm qui est la résistance max, et parfois, donc, on retrouve aussi l'allongement pour cent, qui est donc énoncé plutôt dans quelques formulations. Donc, c'est des valeurs qui peuvent être utiles parfois pour approximer la valeur de la limite d'endurance. Donc, on va se contenter dans cette partie de l'estimation de la durée de vie en fatigue de ces éléments. Dans la prochaine capsule, donc, on va essayer d'aller beaucoup plus loin dans les formulations des différentes valeurs de contraintes pour différentes zones et montrer comment on peut estimer et caractériser et modéliser chaque zone.